Réseau africain des jeunes chercheurs, délégation Burkina Faso. Messieurs, bienvenue sur le plateau de Savanéco. Merci. Merci. La prise du pouvoir au Burkina Faso s'est faite dans un contexte marqué par les crises sécuritaires et sanitaires. Monsieur Telim Seynou, dites-nous, comment est-ce que vous décririez l'économie du Burkina Faso? Ok, merci pour l'occasion. Il faut dire aujourd'hui, si on doit parler de l'économie du Burkina, voilà, on va peut-être donner quelques indicateurs actuellement pour vraiment analyser en français simple. Donc le Burkina, c'est plus de 20 millions d'habitants aujourd'hui. 80% de la population active, c'est-à-dire la population qui a l'âge de travailler, se concentre uniquement dans le secteur de l'agriculture. Donc c'est presque dans tous les pays. D'Afrique subsaharienne, on a ce genre d'indicateurs. La densité est modérée. Vous avez à peu près 76 personnes par kilomètre carré. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une surpopulation. Par la suite, au niveau de l'indice du capital humain, c'est un indicateur que la Banque mondiale essaie de classer les pays. On est 144e sur 157. Donc elle prend en compte deux aspects, la santé, donc les questions les indicateurs de santé et d'éducation. Le nombre d'écoles que vous avez construites, le ratio enseignants-élèves, on peut parler de mortalité infantile, juvénile et tout, donc on essaie de calculer à travers des matrices et on classe les pays. Donc on est 144e sur 157. 40% de notre population est pauvre au Burkina Faso. À 40,1 si on veut être plus précis. On a 1,4 million de personnes déplacées vu la crise sécuritaire. Ça fait 6% de notre population. Donc qui est déplacée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans leur zone. Donc ils ne peuvent pas produire et participer à la création de richesses au Burkina. Ils se retrouvent déplacés et c'est un peu compliqué. Et dépendante aussi. Et dépendante encore. L'exportation de l'or représente 85% de nos recettes d'exportation. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'économie burkinabé est très tributaire quand même de ces recettes en matière d'or. Ensuite, avec la crise du Covid, on a une inflation qui est 3,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez remarqué que les prix de certaines denrées ont augmenté et tout. C'est normal parce qu'on s'est retrouvé dans une situation, certains pays ont fermé. Là, on avait l'habitude d'importer, c'est devenu plus compliqué et tout. Donc, et le solde budgétaire, c'est-à-dire si vous prenez les recettes et les dépenses de l'État aujourd'hui sont plus élevées que ce qu'il y a comme recettes. Tout simplement parce qu'il y a eu des imprévus comme dépenses à cause du Covid. Il fallait créer des mécanismes pour pouvoir de riposte, financer aussi certaines personnes, tranches qui étaient vulnérables et tout. Donc ça a amené ce problème. Mais aujourd'hui aussi, au niveau des recettes fiscales, on n'a pas pu aussi très évoluer parce que il y a des gens qui n'ont plus d'activité à cause du Covid et tout, c'est compliqué. La dette publique aussi a augmenté pour pouvoir faire face à tout cela. Donc, quelques indicateurs, on va peut-être en ajouter quelques-uns aussi. Donc, la dette du Burkina aujourd'hui, quand je dis dette, en économie, il y a deux types de dettes. La dette extérieure et la dette intérieure. La dette intérieure, c'est lorsque vous devez à vos opérateurs économiques, voilà, tout ce qui est intérieur et extérieur, ça c'est ce que vous avez contracté auprès de vos partenaires. Donc, surtout de 7 millions de dollars, 7 millions d'euros. Si on prend maintenant l'IDH du PNUD qui classe les pays, on est 182 sur 189. Donc la croissance, on attendait une croissance de 5%, mais ce n'est pas évident vu qu'on a été encore reclassé récemment à cause de la situation politique. On nous parle de 2 à 2,1% de croissance pour 2022. Donc rapidement, pour terminer, le secteur primaire, il contribue à 30% du PIB. Quand vous dites secteur primaire, à quoi vous faites allusion? L'agriculture, l'élevage, la pêche. Le secteur secondaire, c'est le secteur des unités industrielles, les usines et tout, en français simple. Tertiaire, ça, c'est les services, les télécommunications. Donc, secondaire, c'est 11%. Tertiaire, c'est 13%. Et le secteur aurifère, c'est-à-dire l'exploitation de l'or, c'est 12%. Donc, globalement, voilà qu'est-ce qu'aujourd'hui l'économie du Burkina Faso du point de vue macroéconomique. Mais est-ce qu'on peut dire que la situation de l'économie du Burkina n'est pas reluisante? Bien sûr, si vous prenez juste l'IDH, on est 182 sur 189. Ça veut dire qu'il n'y a que 7 pays derrière nous. Donc il y a toujours des efforts. Alors que l'IDH, lui, prend en compte assez d'indicateurs. L'espérance de vie, il prend en compte le revenu par habitat et tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie burkinabé, quand même, n'est pas une économie qui est sur une voie d'émergence. Voilà. C'est une économie qui a stagné, elle a eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, avec le secteur aurifère, on a une possibilité de bien faire les choses, mais je pense qu'on va parler de ça un peu plus tard.
Monsieur Zangré, comment est-ce que vous définiriez, vous qualifieriez l'économie du Burkina actuellement? Merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je suis avec un intérêt de chercheur qui vient de parler en tant qu'économiste, mais nous qui vivons la réalité sur le terrain, en tant qu'acteur économique, et ce qu'il dit, c'est bon. Ce que nous ressentons sur le terrain, par rapport aux chiffres que lui il avance, nous qui sommes des acteurs de l'économie informelle, actuellement, quoi qu'on dise, il a cité le secteur agricole, c'est vrai, mais il a oublié quand même le secteur informel. Je veux parler des petits commerçants, les artisans qui sont dans ce secteur. Quand on dit artisans, au vrai sens, c'est les tailleurs, les soudeurs, les garagistes qui sont au bord de voies et puis les marchands ambulants. Bon, nous, actuellement, d'abord, il y a la crise sécuritaire depuis pratiquement 2015. Et il y a le Covid qui est venu. Le Covid même qui n'est même pas réalisant fait qu'on ne peut pas dire que dans notre milieu, on sent que l'économie est à plat. Et ce qui intéresse aujourd'hui nos acteurs, c'est que plus Dieu pour ne pas tomber malade. Parce que pour avoir même la pitance quotidienne pour manger, c'est pas facile. Donc je pense que ce qui nous intéresse, c'est comment relancer cette économie. Voilà. Les gens parlent de la relance économique, mais bon, c'est comme si les gens sont là pour voir les chiffres. Il a parlé de l'or, mais on ne sait même pas l'argent de l'or, là, ça part où. Parce que les gens ne comprennent pas que notre pays, il y a 10, 15 ans, on ne savait même pas qu'on avait des sites olifères. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites, mais on voit que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais vous, en tant qu'opérateur économique et tout, comment se portent vos activités sur le terrain? Bon, c'est une bonne occasion quand même de dire que ça ne marche pas. Parce que c'est vrai que je suis sur un plateau, mais je vis la réalité sur le terrain. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 20 ans, si on veut revenir un peu en arrière, c'est le commerçant, le privé quand même qui gérait le fonctionnaire. Mais aujourd'hui, c'est le fonctionnaire qui gère le privé. Et pour être en français facile, c'est le commerçant quand même qui pouvait construire une maison, puis un fonctionnaire va rentrer dormir, payer à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est vrai qu'il y a des institutions qui accompagnent l'économie. Bon, malheureusement, sur le terrain, nous, en tant que Burkinabés, ce n'est pas exact. Et souvent, on se dit, mais nous sommes dans quelle économie? C'est ça, parce qu'il ne faut pas grouiller pour manger, mais même si tu manges, ce n'est pas évident même que tu rentres et puis tu dors. Il a parlé des indicateurs, normalement l'ISD, l'IEDH, où on fait sortir les trucs. Mais le Burkina, aujourd'hui, les gens disent que nous sommes un pays où il y a des beaux tests, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et souvent, nous, on se pose la question à savoir, est-ce que notre pays-là, avec les institutions financières, c'est une manière de blanchir l'argent ou c'est une manière d'accompagner l'économie, notamment les acteurs de ce secteur dit informel? Mais vous, en tant qu'acteur du secteur informel, vous dites que la situation n'est pas, elle est, pour ne pas dire alarmante, mais elle s'apparente à une situation alarmante. Mais est-ce que ce n'est pas dû à vous, est-ce que vous n'êtes pas vous-même la cause de cette situation? Madame, je vais vous donner un exemple terre à terre. Et si vous partez au marché pour payer des condiments, causez avec nos mamans, nos soeurs qui vendent les condiments, ils vont vous dire que ça ne va pas. Ce n'est pas parce que les gens... Est-ce que c'est la situation sécuritaire et sanitaire qui... D'abord, il y a eu la question sécuritaire. Aujourd'hui, on a des villes où les gens ne peuvent pas aller. Et aujourd'hui, on a des déplacés où la majeure partie, quand on parle de questions sécuritaires, quand les terroristes viennent dans les villes,
ils brûlent les marchés. Ils pillent ce que les gens ont comme revenu. Ces gens deviennent quoi? Ça, c'est un accès très important. Les mêmes déplacés qui reviennent dans les chefs-lieux de province ou dans les chefs-lieux de région, ça, c'est un autre problème pour l'autorité publique. Imaginons quelqu'un qui a 30 ou 40 ans, où on vient piller sa boutique. Il se retrouve, il ne peut pas être mendiant. Nous sommes très solidaires. Ce qui fait que dans notre milieu, nous, ceux qui sont valides là, reviennent dans ceux qui ont des boutiques où il y a l'auto-emploi là, pour au moins cacher leur dignité. Il ne faut pas aller mendier. Il ne faut pas concentrer les gens dans les camps pour prendre la nourriture. Tu as l'habitude de donner le national à ta femme pour aller au marché. Si c'est toi-même qui dois aller avec ta maman et puis ton grand-père, ton papa, pour s'allier, pour prendre du repas, ça ne va pas. C'est ça le vrai problème de la sécurité. Le Covid, nous on ne connaissait pas le Covid. Le Covid est venu, on pensait que c'était une question de blanc. Mais le Covid, les gens ne peuvent plus voyager. Et ceux qui sont là, avec la digitalisation, c'est vrai que la technologie a évolué, mais vous commandez souvent des trucs où quand vous partez pour récupérer, ce n'est pas ce que vous avez commandé. Ça aussi, c'est un handicap. Donc, ce qui fait que la crise sécuritaire, qui est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, si tu avais de l'argent, tu envoyais au village, les gens cultivaient, bon, ils ont abandonné les champs, ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas récolter. Ils viennent vers vous, mais c'est compliqué. Donc, un peu, pour dire que, comme la Covid aussi est venue augmenter le lot, il a parlé de chiffres que je ne veux pas contredire, mais j'ai l'habitude de dire que au Burkina Faso, on n'a pas les chiffres récents. Si vous prenez la contribution du secteur informel, les gens parlent de 30% au produit intérieur brut. Au niveau des institutions comme la BAR, parlent de 40%. Et 80% de ceux qui vivent dans les zones, dans les chefs-lieux de région sont dans ce secteur. Donc vous voyez, donc ceux qui sont dans l'agriculture, bon, dès que la saison finit, reviennent pour être des commerçants et pour chercher leur pitance quotidienne. Donc les chiffres là, il faut que l'État mette l'accent pour harmoniser les chiffres. Bon, quand on parle du classement du Burkina, le citoyen lambda ne comprend pas ce classement. Ce qui nous intéresse, dès que j'ai faim, je puisse manger. Je suis malade, que j'arrive à l'hôpital, on puisse me soigner. C'est ça qui nous intéresse. Monsieur Telim Seyne, d'après ce que Monsieur Zangré a dit, les crises sécuritaires et sanitaires ont eu un impact sur les activités économiques du Burkina. Quelle est votre appréciation? Non, c'est un fait réel, hein, il faut le dire. Depuis la crise sécuritaire, le Burkina vraiment a eu des difficultés. Et tous les secteurs plus ou moins ont été touchés. Mais le secteur, comme il a expliqué, c'est le secteur informel. Donc le secteur informel au Burkina Faso, je peux dire qu'au niveau même des autorités, on est dans un tâtonnement. Il y a tantôt des envies de les amener à devenir formels, et tantôt des envies. Donc je pense qu'il faut une vision claire. Voilà, il faut que nos premiers responsables de ce pays, surtout au département du commerce, aient une vision claire de ce qu'on veut faire comme activité économique et qui est dedans et comment on fait les choses. C'est vrai, pour être honnête, il y a des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, avec le secteur informel, on a essayé de créer un certain nombre de mécanismes pour les permettre d'avoir, par exemple, des papiers avec les UFU et tout, mais ça ne suffit pas. Donc, pour résoudre le problème du secteur informel, moi... Là, vous parlez de la stratégie de relance, oui, mais en termes faciles, et la manière que le secteur informel fonctionne, on ne peut pas résoudre leur problème en pensant formel. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le domaine formel comme moi, pour aller, eux, trouver des stratégies, pour eux, il faut que je réfléchisse comme eux dans le secteur informel. Tout de suite, si vous avez remarqué, M. Zangré nous a donné des indicateurs simples. Est-ce que je peux me nourrir? Est-ce que je peux avoir l'argent pour payer du savon? Est-ce que je peux donner la popote à ma femme? Ces indicateurs, si vous voulez les résoudre avec des indicateurs macroéconomiques ou microéconomiques avancés, vous ne pourrez pas trouver les bonnes formules. Donc je pense que pour trouver, peut-être je vais piétiner déjà sur les solutions, mais c'était de voir que le secteur informel soit là. Eux-mêmes proposent, accompagnés par l'État, quelles sont les solutions qui pensent être possibles pour eux.
Je pense que ça serait la meilleure façon que de réfléchir dans des bureaux, aller les proposer. Revenons à la situation de l'économie. Voilà, sécuritaire, effectivement, comme il a expliqué, il y a eu des zones où on ne peut plus. Le commerçant qui est à Ouaga, qui envoie à Dori, à Falanguto, à Tinakov, ne peut plus, donc automatiquement son chiffre d'affaires diminue. Comme il a dit, les charges sont restées les mêmes ou ont augmenté à cause encore des déplacés et tout. Ensuite, Covid est venu, on a vu des pays qui ont commencé à mettre des mesures de restriction. Donc, par exemple, même en Chine, si tu faisais 5 jours pour avoir ton colis, aujourd'hui peut-être c'est 2 semaines, et les mécanismes sont devenus plus lourds. Donc ça fait qu'effectivement, les prix même des denrées, comme je l'ai dit au début, alimentaires même ont augmenté. Donc on a ressenti ça. Donc c'est pour dire que effectivement, je suis d'accord sur que le secteur informel, si on prend les deux crises qu'on a connues, sécuritaire plus Covid, vraiment a été touché. Maintenant, et les autres secteurs? Ils ont été tous touchés. Voilà, si vous avez vu les mesures d'urgence que le président Roch-Marc Christian Kabore en son temps avait prises, il a essayé d'identifier les secteurs pour mettre en place les mécanismes qui allaient accompagner. Donc financièrement, c'est différents secteurs. Et il y a eu beaucoup de choses. Mais comme on le dit, la question de gouvernance pose problème, gouvernance économique. C'est très beau de voter 100 milliards pour aider les gens. Mais il faut que ces 100 milliards arrivent à la base. Mais si sur toute la chaîne, vous assistez à des détournements, vous assistez à la corruption, mais finalement, les 100 milliards ne vont pas servir à grand-chose. Comme le frère a dit, on a l'impression que les institutions sont là pour blanchir l'argent. Non, en fait, il y a un problème de gouvernance. Et ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il faut qu'on revienne sur les fondamentaux en matière de gouvernance. Je vous donne un exemple simple. On construit un marché pour aider un village, pour venir vendre le bétail et tout. Le marché fait 100 millions. Sur la ligne, on détourne, on fait tout, finalement, on va construire un truc de 10 millions. La première pluie, ça s'est cassé. Non seulement l'État a perdu 100 millions, de deux, les populations n'ont pas bénéficié, on ne peut pas mettre des mécanismes pour pouvoir récupérer quelque chose. Vous voyez comment le pays régresse. Donc il faut encore revoter notre 100 millions pour aller refaire encore la même chose. Et 3-4 fois, finalement, il n'y a pas de résultat. Donc c'est comme on l'a dit, le problème de gouvernance, c'est la base aujourd'hui du problème. Mais depuis le coup d'État du 24 janvier, qu'est-ce qui a changé? Bon, je trouve déjà que premièrement, les premières autorités ont montré une intention claire de vouloir faire les choses. Et sur le plan économique? Sur le plan économique, pour le moment, je pense même que les choses sont un peu au ralenti. Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour éviter que les gens puissent détourner, fuir avec l'argent ou encore faire sortir les capitaux. Donc il y a eu des mesures de restriction pour faire un peu l'état du lieu. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est là. Par exemple, aujourd'hui dans l'administration, certains services sont paralysés, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de dépenses sur certaines lignes et tout, pour tout simplement mettre de l'ordre, comprendre ce qu'il y a avant de pouvoir relancer les choses. Et ça, par exemple, ça joue sur le secteur informel. Voilà, si tu as l'habitude que les gens viennent, parce qu'ils parlent quand je pars en mission, c'est ce que nous on appelle revenu supplémentaire en économie. C'est-à-dire tu as calculé ce que tu dois vivre avec, tu as du supplément, donc tu te rappelles que tu peux aller payer telle chose, arranger telle chose. Donc par exemple là, le secteur informel va se retrouver un peu touché. Mais on a bonne foi que les choses vont reprendre très vite, avec une réorganisation totale carrément de l'économie. Monsieur Zancré, qu'est-ce qui a changé depuis la prise du pouvoir par les militaires le 24 janvier dernier? Bon, d'abord... Sur le plan activité économique. Bon, ce qui a peut-être changé, c'est la levée du couvre-feu. Pour permettre quand même à ceux qui travaillent la nuit de pouvoir continuer leur activité la nuit. Sinon, sur le plan de nos activités, proprement dit, comme le frère l'a dit, bon, c'était d'abord au ralenti. Maintenant, à la limite, je vous donne un exemple. Si vous quittez le matin, jusqu'à 9h, vous allez trouver ces devoirs qu'il y a des bourgs qui sont toujours fermés. Parce que les gens ne sont pas pressés pour venir au marché. Le problème, c'est qu'il faut sortir pour vendre. Maintenant, si tu sais que tu vas faire toute la journée sans vendre, mieux vaut rester à la maison. Les enfants partent à l'école. Tu es en train de dire oh, que j'arrive et puis c'est comme ça. Donc, de ce côté, nous, on n'a pas senti un changement. Bon, mais vous savez, le Burkinabé aussi n'est pas facile. Il y a eu le coup d'État et les premières autorités qui ont pris le pouvoir ont annoncé des mesures fortes. On sent le patriotisme à leur niveau. Mais depuis le 24 janvier, nous sommes aujourd'hui au 10 février, on n'a pas un gouvernement. Et comme il a dit, quand vous partez dans l'administration, les gens ne travaillent pas. Si les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de mission. S'il n'y a pas de mission,
chacun se dit, mais on attend. Et donc, c'est comme j'ai dit plus tôt, chacun court maintenant pour avoir ce qu'il a. Nous, on n'avait pas l'habitude de payer un sac de riz posé à la maison, hein. Ça je vous l'ai dit. Nous, on avait l'habitude, dès que tu viens le matin, tu sais que le soir là, tu as au moins l'argent de la papote pour demain et puis l'argent pour les enfants. Et aujourd'hui, pour ne pas revenir en arrière, et avec ce qui s'est passé, la crise sécurité et puis le Covid, on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ça, c'est une triste réalité. C'est pas parce qu'ils sont dans des zones où il y a la sécurité, mais il n'y a pas les moyens pour payer l'école. Parce que la majeure partie, c'est devenu des écoles privées. Et c'est compliqué. Donc, depuis le coup d'État, pour nous, comme c'est un coup d'État qui est venu, personne n'a dit qu'il est contre le coup d'État. En regardant les hommes politiques et puis les analyses économiques, on veut une autre Burkina. À la limite, on attend. Il continue les concertations. Nous, ce qui nous intéresse, il a parlé que ce qui est important. La crise, le Covid, l'État burkinabé a mis 100 milliards dans les banques. Mais aucun acteur du secteur informel n'a bénéficié compte tenu des natures de garantie. Vous prenez les fonds publics. Il y a un fonds logé au ministère du Commerce, AFPM, pour accompagner, il faut payage d'une parcelle pour bénéficier de ce fonds. Vous pensez que les ambulants qui sont là, est-ce qu'ils ont des parcelles pour bénéficier de ce fonds? Vous prenez le fonds d'appui à la promotion de l'entreprise, le FAPE. Il faut une carte vide d'un véhicule ou bien un PIA pour bénéficier de ce fonds. On a l'impression que l'État a avancé, donné avec la main droite et retiré avec la main gauche. Et au niveau ça n'a pas arrangé la situation. Non, ça n'a même pas arrangé la situation économique jusqu'à ce que le coup d'État arrive. Si aujourd'hui on dit de faire le bilan de ceux qui ont bénéficié de ce fonds Covid, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Nous, au niveau du Conseil national, on a déposé des dossiers au niveau du FARF, des dossiers au niveau de la FPM, des dossiers au niveau du FAB, des dossiers au niveau du FASI. Mais je peux vous dire que 0,01%, on n'a même pas bénéficié de ces fonds-là. Donc, quand vous entendez tous les deux, la situation économique au Burkina est alarmante. Très alarmante. Et donc, il faut quand même qu'on dise les choses telles qu'ils se posent. Ce n'est pas la peine de dire je ne suis pas contre le gouvernement qui était là, je ne suis pas contre ceux qui ont pris le pouvoir. La réalité là, la situation économique est alarmante. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie de relance faut-il mettre en place? Non, il a dit quelque chose qui est très important. Il faut impliquer les gens à partir de la base. C'est vrai qu'il y a des efforts, il faut quand même reconnaître ça. Pour créer une entreprise aujourd'hui avec la maison de l'entreprise, et accompagné du centre de gestion agréé, tu peux facilement avoir les papiers. Mais si tu crées ton entreprise pour être formel dans le secteur informel, où la loi dit, celui qui a, la dernière loi de finances dit que celui qui a de 0 à 5 millions, tu as dans l'informel. De 0 à 15 millions, tu as dans l'informel parce que dans ce lot, tu as déclaré au niveau des impôts. Tu contribues à la contribution de la micro-entreprise. Et tu fais 2 ans, tu ne gagnes pas un marché. Il faut la transparence aussi au niveau de l'État. On a signé la charte des PME pour dire qu'au moins des marchés en dessous de 50 millions, il faut donner aux acteurs du secteur informel. Malheureusement, ce n'est pas appliqué. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, actuellement, la stratégie que nous demandons aux nouvelles autorités, quel que soit le gouvernement qui sera formé, il faut impliquer les gens dès la base. Donc, vous voulez que le gouvernement vous implique, vienne dès la base. Et vous demander? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. On dit que c'est celui qui est dans la maison qui sait où ça chante. C'est ça. Il ne faut pas que les gens pensent que non, bon, voilà, c'est un secteur, de toute façon, c'est des gens, bon, ils parlent beaucoup, c'est des amaigres. Il faut qu'on laisse les clivages politiques là, et puis on pose le vrai problème. Si on dit qu'un marché public dédié à ce secteur, c'est pour ces acteurs, que celui qui a déjà un marché de 50 à 100 millions ne vienne pas compétir. Qu'on ne demande pas à un jeune, la majeure partie sont des jeunes qui sont dans ce secteur, qu'on ne demande pas à un jeune qui a créé son entreprise il y a 2-3 ans, on dit qu'il faut envoyer une expérience que déjà il a un marché. Déjà, il est exclu.
Mais si on dit que voilà, dans cette catégorie, c'est pour vous. Et avec un suivi, si quelqu'un quitte en haut pour venir prendre ce marché, qu'on le dénonce et qu'on le sanctionne. C'est ça. Mais on a l'impression que, bon, vis-à-vis des partenaires, on accompagne ce secteur, mais en fin de compte, des gens profitent des avantages de ce secteur qui ne sont pas de ce secteur pour s'enrichir. C'est là nous trouvons que c'est injuste. Monsieur Telim Seyne, mais quelle stratégie faut-il mettre en place pour relancer l'économie du Burkina? Il faudra déjà peut-être que je le développe à deux niveaux, macro et puis avec mon frère, pour qu'on se comprenne. Mais ce qu'il a dit, effectivement, moi je pense qu'au niveau micro, il est mieux d'associer les acteurs de la base et puis avoir la vision. Aujourd'hui, j'ai toujours dit ça à chaque fois que j'ai intervenu sur le plateau. Le premier responsable du pays doit avoir une vision pour son pays. Les membres du gouvernement doivent avoir une vision pour le pays. On ne choisit pas qui on veut. On choisit des gens aussi qui sont dans la même vision, qui ont les mêmes envies de travailler pour vous. Sinon, si chacun vient pour se remplir les poches, il faut dire le chat par son nom. Si c'est pour venir se remplir les poches, le pays là va continuer à tourner en rond et on ne va pas avancer. Donc, la vision. La vision aussi au niveau des départements, au niveau des ministères, par exemple au niveau du domaine de la chambre de commerce, il faut que le premier responsable ait une vision pour le monde du commerce. Qu'est-ce qu'il veut dans 10 ans que le monde du commerce burkinabé soit? Aujourd'hui, on a des entrepreneurs burkinabés qui prennent des marchés jusqu'en Centrafrique, j'en ai vu, au Congo. Mais il faut arriver à ce que ce nombre-là se multiplie. Mais comment faire pour grandir? Il y a tellement de stratégies. On a vu des pays qui ont mis en place des stratégies où, en quelque sorte, c'est très difficile pour un externe de venir gagner des marchés chez eux. Ils ont accepté que les petites entreprises apprennent avec des erreurs et grandir. Le Ghana, par exemple, aujourd'hui, a permis à ce que le secteur privé ghanéen soit plus robuste. Donc, il y a des visions. Moi, je pense que nous, on ne peut que proposer quelques stratégies, mais il faut que les premiers décideurs des secteurs aient des visions pour leur secteur. Sinon, si c'est pour venir bénéficier juste des avantages, on sera toujours dans les mêmes problèmes. Donc ça, c'est pour peut-être rester un peu dans le domaine micro. Mais quelle stratégie vous proposez pour relancer l'économie? Si je veux d'abord rester dans mon domaine qui est l'économie, la macro, moi je pense que premièrement, il faut qu'on remette de l'ordre dans le domaine de la gouvernance. Il faut vraiment qu'on trouve les meilleures formules pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les détournements de fonds et troisièmement, contre la fuite des capitaux. Et les gens qui emmagasinent jusqu'à des milliards, sachant que ça ne peut pas rester au Burkina dans nos banques, ils font quitter amener dans d'autres pays. Mais c'est ces pays qui en bénéficient, pas nous. Alors que c'est de la richesse qui est sortie. Donc, premièrement, il faut assainir. Assainir vraiment tous les secteurs clés. Deuxièmement, sachons qu'on a une chance dans l'histoire de s'arrêter, réfléchir et voir dans quelle direction on veut aller. Moi, je suis peut-être pas forcément de cette génération, mais je pense que ce qu'on a commencé en 84, on a l'occasion aujourd'hui de pouvoir le terminer. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de l'économie. Premièrement, au lieu de tergiverser en train de mettre l'argent un peu partout dans tous les secteurs, concentrons-nous sur certains secteurs clés. C'est vrai que... Quel secteur, par exemple? Premièrement, l'agriculture. Un peuple qui ne peut pas se nourrir ne peut jamais transformer. Et tant que vous n'avez pas d'excédent, ils ne pouvaient pas créer des usines pour produire. Donc, premièrement, l'agriculture. On peut répartir, je peux proposer rapidement, au modèle de 84. Le modèle de la Révolution, elle est très instructive en économie, pour nous les économistes. On a essayé d'identifier le Burkina en village. On a organisé des conseils villageois de développement. On a créé des mécanismes pour les permettre d'avoir des tracteurs. On peut répartir à ça. Donc, moderniser. Et en même temps, dans ce conseil, le conseil lui-même s'organise. C'est-à-dire, on ne le politise pas. On sait qui peut gérer, par exemple, les finances, qui peut être mécanicien. Et il y a un centre ici pour les former. Maintenant, le deal est simple avec les villages. Vous produisez. Quand vous produisez, 40%, l'État prend. Parce que l'État vous a permis de moderniser. Et en même temps, ça permet d'augmenter le stock de la SONAGES. Mais au niveau de la SONAGES, on ne va pas tout utiliser. Une partie, on peut commencer dans ces différentes localités à mettre des unités industrielles, commencer à transformer. Je prends un exemple simple, l'arachide. Si on peut décortiquer déjà dans une usine, avant que ça arrive dans des sacs à Ouagadougou, combien de jeunes auront du boulot? On n'aura plus besoin d'avoir une surpopulation à Ouagadougou. Moi, si je peux gagner ma vie à Solenzo, je préfère aller. Deuxièmement,
on a tourné autour de cette question. Les différents greniers du Burkina, là, on a toujours tourné autour, on n'a pas mis des infrastructures de transport là-bas. C'est très difficile d'accès. Ça fait que même simplement, au sein du marché national, on trouve que les denrées sont chères. Parce que le gars qui a mis son véhicule pour aller amener les sacs de maïs là, il a fait 5 jours. Il a fait 4 pannes à cause de l'état de la route. Il faut déjà désenclaver ces zones pour permettre à ce que, moi si je suis assis à Bobo, j'ai une usine que je puisse venir vendre à Ouagadougou. Donc, le secteur agricole premièrement, il faut vraiment, on ne peut pas tout donner comme stratégie un coup, mais voilà quelques pistes. L'élevage aujourd'hui, le Burkina a un avantage. On peut développer les produits laitiers. Donc les produits laitiers, on peut parler de fromage, tout ce que vous voulez, et beurre, lait. Mais on a un marché national qui est là. Et je termine mon idée avec les tracteurs. À cause de cela, les 40% sont à la SONAGES, les 60% le commerçant vend. Mais au Burkina, on a quand même une stratégie de prix plafond. Ça fait que le commerçant qui va aller vendre sera obligé de rester dans une limite. Et le producteur aussi ne peut pas vendre cher parce que l'État a subventionné en quelque sorte, en modernisant, l'aidant à cultiver et à même récolter. Donc c'est ce qu'on appelle la microéconomie circulaire. Ensuite, si on a commencé à avoir des excédents, on peut commencer à mettre en place des unités industrielles, ça crée de l'emploi. Et le secteur des services et le commerce, qui est le secteur tertiaire maintenant, on peut toujours continuer à moderniser, en mettant en place même le côté fiscal. Aujourd'hui, même la contribution qu'on demande à quelqu'un qui est dans l'informel, je crois que c'est 300 000 ans. Moi, je trouve même que c'est trop. C'est trop. Je pense qu'il faut même diviser. Quand même, il y a certains acteurs qui sont dans le secteur informel qui gagnent beaucoup plus que ceux qui sont dans le secteur formel. Oui, mais ça, c'est parce que tout simplement, comme il a dit, il n'est pas à sa place, il vient là-bas. On peut mettre des mécanismes où il ne va pas être là-bas. Mais aujourd'hui, avec des connaissances, vous pouvez faire un faux bilan. Puis le bilan, c'est déclaratif, hein, tout ce qui est fiscal. C'est moi, j'ai dit, j'ai vendu ça. Donc si j'ai dit que j'ai vendu 5 millions et puis j'ai eu mes 30 millions de côté, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour dire qu'il faut repenser la chose. Mais la meilleure stratégie, ce serait d'associer les acteurs. Parce que les acteurs pourront mieux proposer que ceux qui sont technocrates dans les bureaux qui organisent les choses. Donc l'agriculture, on peut déjà valider cela. Et puis le secteur secondaire, ça va venir seul. Si on a une surproduction, automatiquement on va pouvoir comme transformer. Et si on transforme dans notre marché ici, on peut mettre en place des mécanismes pour que les prix soient concurrentiels par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Et progressivement, on va développer notre économie encore. Mais tant qu'on tâtonne. Maintenant, pour terminer, je vais revenir sur mon cri du cœur. J'ai toujours demandé, à chaque fois que j'ai intervenu sur les plateaux, de mettre en place le fonds de diversification de l'économie burkinabé. On a des ressources énormes qui rentrent grâce aux recettes dans le domaine aurifère. Mais il ne faut pas seulement regarder l'or, l'argent de l'or. Comment on réinjecte pour que tous les autres secteurs puissent en bénéficier? Il faut créer un fonds qui va financer l'économie burkinabé pour la diversifier de telle sorte que dans 10-15 ans, on n'ait pas besoin forcément de produire beaucoup d'or pour pouvoir construire des écoles, pour pouvoir faire des hôpitaux. Non. On a d'autres secteurs aussi qui sont solides, qui vont permettre à ce moment de se créer un boom. Et là, on parle d'émergence maintenant. Mais si les recettes qu'on gagne dans le domaine de l'or, déjà de 1, ce n'est pas évident que ce qu'on nous dit comme chiffre avec ce qui arrive à produire, c'est la même chose. Il y a aussi une opacité dans la gestion. Mais déjà, ce qu'on gagne, il contribue au budget et automatiquement, on dit on va investir, faire tant d'écoles, tant. Mais il faut s'asseoir aussi, réfléchir d'abord. Est-ce qu'il y a des zones qui ont besoin d'écoles? Des villages côte à côte, 2 kilomètres entre eux. Est-ce qu'on a besoin de faire 2 écoles? Il faut s'asseoir aussi, réfléchir. Pour le moment, on peut peut-être le faire plus tard. Est-ce qu'on a besoin, parce que je suis le cousin, l'oncle, le temps que la route là, le goudron passe forcément par mon village. Alors que de l'autre côté, si le goudron passe, ça développe automatiquement la localité. Donc il y en a tellement de stratégies. Je pense qu'à l'occasion, on pourra encore étoffer et mieux proposer des stratégies. Monsieur Zangré, Monsieur Telim Sene a dit qu'il faut un fonds pour financer la diversification de l'économie. Et vous, au niveau du secteur informel, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Parce que le secteur informel, généralement, à part l'agriculture et tout, on voit souvent le petit commerce et tout. Est-ce qu'il ne faudra pas diversifier comme Monsieur Telim Sene l'a proposé? Monsieur Telim Sene a dit quelque chose qui est important, de revenir au temps de la Révolution. Il y avait un projet de fixation des jeunes dans les terroirs. Voilà.
aujourd'hui, quoi qu'on dise, on n'a pas la chance d'avoir des saisons de pluie normales. Et il n'a pas de l'agriculture qui est très important. Si aujourd'hui dans une province, dans un chef-lieu de région, on sait qu'il ne pleut pas assez, il faut faire des forages. L'État peut consacrer un budget pour ça. Il faut quand même un barrage dans chaque département. On peut le faire. Et vous allez voir que les jeunes ne vont même pas venir dans les chefs-lieux de région. Non seulement, dès qu'il y a le barrage, après la saison de pluie, les gens commencent à faire les trucs de contre-saison pour alimenter. Les gens même n'ont pas besoin même d'attendre que les gens quittent de Dougou pour venir alimenter. Donc la diversification viendra d'elle-même. D'elle-même. Oui, c'est ça. Parce que tu n'as plus besoin. Souvent je dis à un gouverneur de région, si dans sa région il a tout, il a besoin de venir à Ouagadougou pour faire quoi? Son problème, c'est peut-être rendre compte à ce qui se passe dans sa région. C'est l'autosuffisance alimentaire. Et vous allez voir, comme il ne pleut pas, si on concentre pour revenir à l'agriculture, comme il a dit, même ceux qui sont là, qui vendent les lotus là, vont rester dans leur village. Ils ne vont même pas aller chercher l'or, l'or artisanal, où il y a trop de décès chaque temps. C'est ça. Donc, maintenant, le fonds qui dit, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de fonds, mais c'est la bonne gouvernance, c'est la traçabilité de ces fonds-là. Il ne faut pas créer un fonds pour dire que vous voulez accompagner des acteurs de l'économie informelle. Je prends un exemple. Si on crée un fonds, pourquoi ne pas créer des fonds au niveau régional pour financer l'économie locale? Vous êtes un petit commerçant ou bien un petit artisan, vous contribuez à la CME, vous payez vos impôts, on voit que vous tenez au moins une petite comptabilité, vous n'avez pas de garantie pour avoir un crédit. On vient vous proposer un crédit, juste même pour aménager. L'exemple du Ghana est là. Au Ghana, là, les gens ne font pas de demande de crédit. C'est ceux qui récoltent l'argent qui disent qu'il faut accompagner telle personne. Si on commence au niveau local, vous allez voir même que... Mais vous êtes dans votre région, dans votre chef-lieu de province. Vous pensez que non, il faut venir à Ouagadougou pour déposer son dossier pour avoir un crédit. Et celui qui est à Ouagadougou n'a même pas encore eu son crédit. Celui qui est à Bobo pense que non, ce fonds-là, c'est ceux qui sont à Bobo qui bénéficient. Ça, c'est un autre problème. Le développement local doit passer par là. Faciliter l'accès au crédit. L'accès au crédit. Et puis le gouverneur, le maire, ou bien le président du conseil régional, ou bien les autorités coutumières, ils vont dire, en tout cas, cette année, nous, on a eu 100 millions, on a dépensé les 100 millions pour donner des crédits aux gens, et les gens ont payé. Tout est concentré au niveau de la capitale. Il n'y a pas de traçabilité. Même les banques, le gouvernement a l'obligation de forcer les banques. Vous avez décidé d'accompagner l'économie. Il faut financer. Ne serait même que chaque 6 mois, vous faites un bilan au gouvernement. C'est ce que nous attendons. Voilà, nous avons accompagné les petits commerçants du secteur informel, les grands. Voilà la liste. On ne peut pas dire que les banques ont la liquidité et que les gens ne peuvent pas avoir de crédit pour travailler. Mais vous dites, c'est ce que vous attendez, mais vous, à votre niveau, en tant qu'acteur économique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour relancer vos activités? Non, ce qui nous intéresse, c'est comme je l'ai dit, si ceux qui viennent payer chez nous sont bien gagnés, nous, on est tranquille. Ce que nous pouvons faire, c'est contribuer à payer nos taxes, à payer les impôts. Vous ne pouvez pas changer d'activité? Bon, changer d'activité, on est obligé. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Quand il n'y a pas de l'agriculture, aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui gèrent les petites boutiques font l'élevage. Font l'agriculture pour subvenir à leurs besoins. On ne peut plus se concentrer pour vendre. Et le seul problème qu'on a au Burkina, c'est l'État, le grand consommateur. La commande publique, c'est l'État. On n'a pas de privé qui développe pour que les gens puissent compétir. C'est l'État. Et si au niveau de l'État, on arrive à accepter une marge pour dire que tel marché s'est destiné à ce secteur-là, vous allez voir même qu'il n'y a pas de problème.
Personne ne veut rester dans ce secteur, je vous l'ai dit. Je parle en connaissance de cause. Quand vous prenez au moins sur 100 qui sont dans le secteur informel, au moins 80% qui sont dans les villes là ont des registres de commerce, ont des numéros IFU. Mais leur seul handicap, ils ne peuvent pas accéder au marché. C'est ça. Ils paient correctement leur impôt. Que ce soit la taxe, parce que c'est les impôts que nous payons sont récoltés par les collectivités, et récoltés par l'État, mais reversés au niveau des collectivités. Mais les collectivités font quoi? Normalement, un maire normal, qui voit que dans sa localité, on a au moins, les gens ont contribué pour 100 millions, c'est un exemple que je donne, peut dire que non, je veux que vous me donnez des ressources pour que je finance, je donne des crédits au moins pour 500 millions. Vous allez voir. C'est la traçabilité. On n'a pas besoin de fuir. Il faut construire des boutiques adaptées à ce que les gens veulent. Il a dit quelque chose qui est important. Il ne faut pas aller construire un marché parce que je veux que le marché soit à côté du chef. Il faut construire le marché parce que c'est au moins, voilà, pour que les gens savent que là où le marché est, ça va marcher. Et puis le besoin aussi. Le besoin aussi est là. Il ne faut pas construire des boutiques, il ne faut pas venir à Ouaddaou copier les boutiques de rue pour aller dans une localité construire des boutiques de rue où personne ne va venir. Il faut discuter avec les acteurs qui sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a des gens qui ne veulent même pas de boutiques de rue, il y a des gens qui ne veulent même pas de marchés. Il y a des gens qui veulent même que, bon, ok, dans notre localité, là, on veut des magasins pour stocker. Et puis les gens viennent choisir. Donc, c'est une chaîne. Ceux qui sont dans les chefs de légion vont quitter pour aller à 30, 40 km, payer, venir stocker, et puis des gens viennent maintenant pour ramasser. Ça doit être ça. Mais les gens veulent du copier-coller. Ah, le maire de Ouara ou le maire de Bobo a fait des boutiques de rue. Je suis maire, je grille avec les partenaires, on construit des boutiques. Les gens fuient les boutiques et puis ils préfèrent étaler leur truc à terre. C'est ça. Maintenant, s'ils veulent étaler à terre, adaptons, et il faut adapter à ce qu'ils veulent faire. Vous pouvez aménager même à terre et puis c'est propre. Mais il ne faut pas les forcer pour les mettre dans des boutiques où ça ne va même pas marcher. On connaît des marchés, vous partez dans une province, on a mis des millions pour construire le marché, mais les gens préfèrent dehors. Vous ne pouvez pas les forcer. C'est ça. Donc c'est un investissement inutile. Monsieur Telimse, vous avez parlé tantôt, tous les deux, vous avez parlé du rôle de l'État, ce que l'État peut faire, mais qu'est-ce que le secteur, par exemple, l'acteur économique privé peut faire à son niveau pour relancer l'économie? Parce qu'il ne faut pas s'attendre toujours de l'État, il faut aussi s'impliquer pour relancer les choses. Effectivement, j'allais juste ajouter que depuis les accords de Bretton Woods, avec la création du FMI, Banque mondiale, et dernièrement avec les PASS, avec quelques accords encore qu'on avait signés en 90-11, aujourd'hui on a séparé beaucoup de choses. On a amené l'État à avoir une fonction régalienne où elle a que seul instrument la politique budgétaire. Maintenant la politique monétaire, c'est-à-dire l'argent, est géré par la BCEAO. Donc la plupart des banques qui viennent au Burkina, c'est des banques étrangères. Ensuite, elles ont des réglementations en matière de risques qu'on les donne. Donc elles trouvent les PME, les petites et moyennes entreprises très risquantes pour financer. Je pense qu'il y a quelques banques qui se démarquent un peu. Je vois Coris Bank qui fait quelques efforts pour accompagner aussi des PME. Mais nous, en son temps, nous avons échangé. Nous avons proposé de réorganiser les fonds. On a trouvé qu'il y avait trop de fonds qui, par finir, s'entrejambaient. Donc c'était de réorganiser. Parce que là où l'État peut aider directement les acteurs du secteur privé, c'était à travers les fonds. Parce qu'avec les banques, on peut que les motiver, mais l'État n'a pas une puissance en tant que telle pour les obliger à faire. Parce qu'eux, ils ont une politique monétaire qui n'est pas forcément sous le contrôle de l'État. Donc c'était de réorganiser les fonds. On a parlé de la banque agricole, par exemple. C'était un projet pour financer dans le domaine de l'agriculture. Donc c'était de réorganiser les fonds pour pouvoir donner cette possibilité à l'État d'aider directement les acteurs du secteur privé. Mais le problème, c'est toujours les questions de gouvernance. On lance un fonds. Oui, mais Monsieur Telimse, au niveau de l'acteur économique, il ne faut pas toujours s'attendre à ce que l'État fasse tout. Oui, qu'est-ce que l'acteur peut faire? Vous, par exemple, vous, si vous êtes un acteur économique et tout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour relancer l'économie, pour que vos activités... Pour relancer même, on dit le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas commander tes marchandises. Si je me mets à la place de quelqu'un qui est dans l'informel, aujourd'hui, il faut qu'il ait les moyens pour pouvoir commander, vendre, avoir un bénéfice et recommander encore. Donc s'il n'a pas cette possibilité d'avoir cet appui, ça sera difficile. Si ce n'est pas changer peut-être d'autres activités et prier Dieu que ça marche. Sinon, pour les acteurs du secteur privé en tant que tel, leurs marges sont tellement limitées s'ils n'ont pas de financement autour d'eux. Donc pour terminer au niveau des fonds, l'idée était de réorganiser de telle sorte que chaque secteur puisse bénéficier d'un appui direct de l'État. Mais le problème de gouvernance se pose. On va lancer un fonds. Ce n'est pas ceux qui sont dans le besoin qui vont avoir. Chacun appelle son ami, ce truc. Et de deux, on a toujours eu un problème avec les problèmes de garantie. Je trouve qu'on ne réfléchit pas loin. Pour aider certains acteurs, il faut même laisser tomber les notions de garantie. C'est-à-dire garantie. J'ai vu que certaines personnes ont ici les cartes grises de moto et tout, mais le montant qu'on te donne est limité encore. Donc il faut repenser cette question pour permettre aux gens de pouvoir bénéficier d'un appui. Maintenant, il faut aussi que les gens qui prennent puissent rembourser. Mais il faut que cet argent aille aux bonnes personnes. Sinon, si c'est dans le copinage, dans le détournement, à la fin, on aurait immobilisé de l'argent, donné de l'argent, mais cet argent n'aura pas servi aux acteurs. Donc, grosso modo, mais sinon, les acteurs du privé, ils sont limités tant qu'ils n'ont pas les moyens pour travailler. Mais quelles sont les perspectives pour le développement économique du Burkina? Bon, les perspectives, il y en a. Elle est luisante à condition qu'on s'organise bien. À court terme, comme je l'ai dit, il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir assainir au niveau de l'État, mais aussi dans certains privés. Ensuite, il faut réfléchir vers la même vision. Qu'est-ce qu'on veut faire du Burkina de 2025, 2030, 2035? Laisser les acteurs de chaque secteur s'organiser et proposer. Je pense qu'on aurait plus à gagner d'avoir des propositions de la base et de peut-être organiser cela, que de vouloir les imposer. Et à moyen terme, il faut mettre ces différentes possibilités de revenir aux fondamentaux, notamment développer les secteurs de base qui sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, les unités industrielles, parce qu'elles regorgent beaucoup de monde. Ensuite, prendre l'argent du secteur aurifère pour financer correctement des différents projets de développement dans le secteur primaire. Et une autre partie, on va mettre ça dans l'éducation, dans la santé et tout. Mais tout ça, c'est la planification de l'économie. Qu'on s'asseye et planifier qu'est-ce qu'on veut, combien on va mettre et quel objectif on a derrière. Donc je pense qu'on ne peut pas donner la meilleure stratégie, mais ça sera un consensus avec tous les acteurs du domaine pour élaborer ce que j'ai toujours demandé, la charte du développement. Et ça, c'est un document qui peut être écrit pour 50 ans. Et chaque gouvernement, chaque président qui vient, il essaie de suivre comme les grandes puissances, les États-Unis, la France. Il y a déjà un canevas de développement qui est déposé. Voilà, ce n'est pas parce que tu dois venir avec des idées nouvelles, non. Tu t'adaptes et puis on avance. Parce que si, juste pour terminer, si moi je viens, je mets l'agriculture au devant. Monsieur Zagré vient, il dit que l'agriculture n'est pas bon. On part, on met l'élevage. Tout ce qu'on a fait là-bas, on perd. Donc il faut qu'on ait les suites dans les idées à travers cette charte de développement. Monsieur Zagré, quelles sont les perspectives de développement pour le Burkina, rapidement? Bon, il a développé des choses qui sont très importantes. Vous savez, c'est la bonne gouvernance. Hein. Et vous voyez, on va nommer un ministre aujourd'hui, il vient, tout ce que les gens ont fait comme travail, il met ça de côté, il nomme des gens pour recommencer à réécrire une autre politique. Ça ne marche pas. Bon, vous prenez au niveau des banques, si vous me permettez, au niveau des banques, la nature de garantie. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui a un numéro R+3 ou R+4, il prend un crédit, il ne peut pas payer. Et la banque ne peut pas saisir l'immeuble. Il faut remettre l'économie où l'argent circule. Il faut que l'argent circule. Si l'argent ne circule pas, ça ne va pas. Quelqu'un qui vient au Burkina va dire qu'on a de l'argent, il y a des bâtiments, il y a des véhicules de 60, 70 millions, mais l'économie même, ceux qui sont en bas, ne profitent pas des fruits de cette économie. Donc nous pensons qu'actuellement, pour une vraie relance de l'économie, avec les nouvelles autorités, il faut impliquer tout le monde, revoir même comment nous-mêmes nous devons s'asseoir pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on d'ici 15-20 ans là, on doit aller où.
Les conditions sont réunies pour développer l'économie du Burkina? Non, les conditions sont réunies. C'est une question de volonté politique. Il a dit quelque chose qui est très important. Les fonds sont là. Mais vous allez partir, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Merci, M. Zangré, merci. C'est sur ces thèmes que nous allons clore le thème d'aujourd'hui. En rappel, je recevais sur le plateau de Savaneco M. Saïdou Zangré, qui est secrétaire général du Conseil national de l'économie informelle, et M. Eric Telimsane, il est économiste, président du réseau africain de jeunes chercheurs, délégation Burkina Faso. Savaneco, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Spectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Le président du Faso effectue sa première sortie hors de Ouagadougou depuis les événements du 24 janvier. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est allé prendre la température du front de lutte antiterroriste. Cette première sortie héliportée l'a conduit à Waïgouya, Titao, Solé et Toueni selon plusieurs sources. Le chef de l'État est allé échanger avec les forces déployées dans ces localités. Paul-Henri Damiba avait à ses côtés le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. La Fédération burkinabé de football divisée au sujet du non-renouvellement du contrat du staff technique des étalons. Dans une correspondance adressée au président Lazare Bansé, 9 membres du comité exécutif de la fédération se sont démarqués de la décision. Ces derniers estiment que Lazare Bansé a pris la décision de façon unilatérale sans consulter le comité exécutif, alors que selon les statuts de la fédération, une telle décision relève des prérogatives du comité exécutif. Ils invitent donc Lazare Bansé à convoquer une réunion en vue de faire le bilan de la participation des étalons à la CAN 2021 et de statuer sur tous les problèmes du football burkinabé. Un appel qui semble avoir été entendu et Lazare Bansé prévoit une réunion avec le comité exécutif le lundi 21 février prochain. L'échangeur du Nord se dégrade de plus en plus 3 ans après son inauguration. Cette infrastructure inaugurée en novembre 2018 subit l'effet de l'incivisme de certains usagers. L'on constate de nos jours des grilles de protection défoncées par endroits, des pavés dégradés, des lampadaires défaillants par endroits et source d'accidents dans la nuit. Échangeur du Nord, entre éclairs obscurs, accidents et insécurité, c'est un reportage à suivre dans nos grandes éditions de ce mardi. Les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis hier pour discuter de l'avenir des forces militaires européennes engagées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Il s'agit des forces Barkhane et Takuba et de la mission de formation militaire de l'Union européenne EUTM. Deux camps s'opposent. L'un est pour le maintien de la présence des forces militaires européennes dans le Sahel pour ne pas laisser le champ libre aux Russes et le second veut leur retrait total. Toujours sur le même sujet, le président français Emmanuel Macron invite demain les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, excepté les autorités de transition du Burkina et celles du Mali, les présidents de l'Union africaine, de la CEDEAO, le Conseil européen et le chef de la diplomatie européenne. C'est à l'issue de cette rencontre que l'on saura la décision qui sera prise sur l'avenir des forces européennes engagées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Ce Flash Info est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour suivre le Flash Amoré avec Solange Savadogo. Au revoir.